Bonjour à tous, donc je vais traiter maintenant l'exercice 2 et le dernier exercice que nous allons voir de la fiche 12, qui est un exercice de révision. Donc dans ce premier exercice, nous allons considérer le fil infini et nous allons traiter le cas du fil infini, non plus en considérant la somme de la contribution de charge dQ répartie le long du fil par le théorème des superpositions, mais en utilisant le théorème de Gauss. Donc on va considérer un point M extérieur au fil, distant d'une distance petit x du point O. Et la première chose que l'on peut remarquer, c'est que, on l'avait déjà vu, le champ va être radial et donc va être orienté selon l'axe OX. Alors, je vais le noter immédiatement. Donc on a bien une symétrie cylindrique, ce qui veut dire que pour rayon du cylindre est un axe de symétrie, et donc le champ sera radial. Alors par la suite, on calculera E en utilisant le théorème de Gauss. Bien évidemment, on prendra une surface de Gauss qui est un cylindre, d'axe confondu avec le fil, et qui passe par le point M. Donc je vais aller assez vite pour le calcul du flux. Donc on a bien une symétrie cylindrique. Donc pour le calcul de E, on sait que le champ E est perpendiculaire au fil, donc le seul flux que l'on aura à considérer, ce sera le champ sur les surfaces latérales du cylindre de Gauss, donc qui passe par M et qui a pour axe de symétrie de révolution le fil, de sorte que phi, qui sera la somme des E scalaires ds sur une surface fermée, somme sur une surface fermée des E scalaires ds sera égale à E que multiplie S, où S est la surface latérale du cylindre, c'est-à-dire 2πx que multiplie L si on considère un élément de hauteur L du cylindre. Maintenant, les charges contenues dans ce cylindre correspondra à lambda L sur epsilon 0, de sorte que le champ E, la norme du champ, E sera égal à lambda sur 2π epsilon 0 x. Alors si on avait voulu mettre un vecteur, on rajouterait EX et on le mettrait sous forme vectorielle, bien sûr. Dans la partie suivante, nous allons chercher à déterminer le potentiel créé par la spire et en déduire par la suite, avec E égale à moins gradient de V, l'expression du champ. Donc je vais considérer ma spire d'axe, ma spire circulaire, qui a un rayon grand R, avec une petite charge dQ pour un élément de longueur dL de la spire. Alors je vais rajouter le fait qu'on cherche le potentiel en un point M, qui a pour coordonnée X, sachant que la coordonnée du centre de la spire correspond à x0. Donc là, c'est l'axe x0x. Et je sais que d de v sera égal à 1 sur 4π epsilon 0, d de q sur d, 1 4π epsilon 0 que multiplie d de q. Donc là, c'est le potentiel créé par l'élément d de q au point M, divisé donc par d, où d sera la distance entre le point M et l'élément de charge dQ. On sait que le rayon ici
est noté grand R, de sorte qu'on peut en déduire que D, d'après le théorème de Pythagore, sera égal à la racine carrée de R carré plus, il fallait se méfier, je l'ai corrigé parce que j'ai fait une petite erreur, x moins x0 au carré, puisque le centre de la spire est en x0. Donc je le corrige, c'est bien x0, et là j'aurai bien x moins x0 pour avoir la longueur du côté. Et donc voilà, j'ai l'expression de D. Je peux remplacer cette expression dans dv, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, dq sur la racine de r carré plus x moins x0 carré. Donc maintenant, je vais exprimer d de q. Et d de q sera égal à lambda dl, c'est-à-dire r dθ, que multiplie lambda, c'est-à-dire puisque évidemment on a dl qui est égal à r dθ, c'est le rayon que multiplie une petite variation d'angle que je fais apparaître sur ma figure. J'ai dl ici, et j'ai dθ qui serait donc l'angle que je fais figurer maintenant sur mon schéma, de sorte que je peux réécrire dv qui sera 1 sur 4 pi epsilon 0 lambda r dθ en remplaçant dq par son expression divisé par r carré plus x moins x0 carré. Donc c'est ce que je réécris. Racine carrée de r carré plus x moins x0 carré. Je prends la primitive à droite et à gauche. Maintenant, θ, pour faire tout le tour de la spire, varie entre 0 et 2π, de sorte que je vais avoir directement que v de x sera égal à 1 sur 4π epsilon 0, lambda r que multiplie 2π, divisé par, donc j'intègre 1 sur dθ, donc multiplié par 2π, divisé par la racine carrée de r carré plus x moins x0 carré, plus évidemment v0, puisque le potentiel est défini à une constante près. On me demandait à la suite de ça en déduire quel était le champ. Évidemment, pour des raisons de symétrie, le champ sur l'axe de la spire est selon l'axe OX. Il va varier donc en fonction de la position du point M, c'est-à-dire en fonction de la variation du potentiel selon OX. Donc on va pouvoir écrire que le champ E va être égal à moins dv sur dx EX, et donc je vais pouvoir renoter la valeur du potentiel. Alors j'ai moins dv sur dx pour la norme du champ, et donc j'ai oublié dans le potentiel le terme en 1 sur racine de r carré plus x moins x0 carré, et il faudrait que je rajoute la constante v0, je l'ai oublié ici, ça a peu d'importance dans le calcul, puisque quand on va faire la dérivée du potentiel, la dérivée de la constante sera nulle. Donc on voit qu'on aura bien la dérivée du potentiel que l'on a au-dessus, 2π r lambda sur 4π epsilon 0 est une constante, je peux le sortir de la dérivée, et on aura donc à effectuer la dérivée par rapport à x de 1 sur la racine carrée de r carré plus x moins x0 carré. Je fais donc cette dérivée. Je vais donc dériver le terme en x moins x0 au carré. Donc c'est moins r lambda sur 2π epsilon 0. Ça ne change rien. J'ai simplifié les 2π. Et je vais dériver d'abord le x moins x0 au carré qui va me donner 2x moins 2x0 multiplié par la dérivée de
R2 plus x moins x0 carré à la puissance moins 1 demi, donc il va me donner moins 1 demi, de R2 plus x moins x0 à la puissance moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 3 demi. Il me reste juste à réécrire cette expression. Donc je vais faire passer la partie en moins 3 demi au dénominateur. Les signes, je mets le 2 en facteur, donc ça me fera 2x sur moins x0 que divise G2 à nouveau. Et là, je fais passer le terme en r carré plus x moins x0 à la puissance moins 3 demi. Je le fais passer au dénominateur, donc il passe à la puissance plus 3 demi. On simplifie les deux, on simplifie les signes négatifs, de sorte que E sera égal à R lambda sur 2 epsilon 0, facteur de x moins x0, le tout divisé par R carré, plus x moins x0 à la puissance 3 demi. Et si je veux avoir un vecteur, je sais que le vecteur est orienté selon l'axe au x, donc je peux rajouter un vecteur et mettre mon vecteur unitaire petit ex. Il va me rester à traiter la dernière question de cet exercice, où l'on va considérer que le fil et la spire eh bien, sont dans le même espace. Et là, on doit faire quand même une remarque, c'est que si on a deux conducteurs présents l'un en face de l'autre, ces conducteurs vont forcément avoir une influence l'un sur l'autre. Donc ce qui veut dire qu'on a une influence de la spire sur le fil, et puis réciproquement, on a influence du fil sur la spire. Donc on ne peut plus considérer qu'on a des distributions de charge uniformes au niveau du fil et de la spire. Donc tous les calculs qu'on a faits précédemment sont erronés. Et on ne peut pas dire que un fil et une spire individuels, si on les rassemble, c'est la même chose. Donc les distributions de charge ne sont plus uniformes. Et donc ça veut dire tous les calculs, et c'est ce que je vais écrire, plus uniformes. Et donc les calculs qu'on a effectués précédemment ne vont pas permettre d'obtenir, par superposition, le champ en tout point de l'espace. Alors, quand même, on peut discuter tout de même sur l'orientation du champ sur l'axe de symétrie. On sait que si on a un axe de symétrie, le champ en tout point M de l'axe sera sur l'axe. Alors oui, donc comme je le notais, par superposition, on ne pourra pas calculer le champ résultant par superposition, puisque ça n'est plus tout à fait valable. Donc je vais remonter ma feuille, simplement pour vous dire que si on se place en un point OX de l'axe de symétrie, alors le champ en tout point M de cet axe est sur l'axe. Donc on va faire figurer le sens du champ créé par le fil et par la spire sur cet axe de symétrie. A priori, les deux seront chargés positivement, puisque lambda était positif. Donc on peut avoir une idée de l'orientation du champ sur l'axe, bien évidemment. Donc là,
là, je vous écris tout, histoire que tout soit bien noté. Donc le champ est sur l'axe. Donc je vais noter EF, le champ sur l'axe créé par le fil, et ES, le champ créé sur l'axe par la spire. Pour des raisons de clarté, je vais faire apparaître ces champs bien, à droite et à gauche de l'axe OM. Bien évidemment, les champs que je fais apparaître sont des champs qui sont sur l'axe. Donc là, je l'ai mis à droite. Normalement, j'aurais dû le dessiner sur l'axe. Je vois que je vais avoir ES qui sera vers le haut et vers le bas pour des raisons de symétrie par rapport à la spire. Donc ES sera orienté vers le haut. Maintenant, EF sera orienté vers le haut ici. EF sera orienté vers le bas ici. Encore une fois, c'est le champ sur l'axe de la spire. Et enfin, EF sera orienté vers le bas à nouveau ici. Donc par suite, je vous rappelle que EF, c'est le champ créé par le fil. Et que ES, c'est le champ créé par la spire. Donc je vais noter, donc c'est le sens de F et de S, je le note là sur ma figure F créée par le fil, ES créé par la spire. Alors on me demandait où est-ce qu'on pouvait placer une charge Q pour qu'elle soit en équilibre. Alors la charge sera en équilibre si la somme des forces qui agissent sur cette charge est nulle. La force qui peut agir ici serait la force électrostatique égale à QE, et donc la force est nulle si le champ est forcément nul. La seule zone où ce champ pourrait être nul, eh bien c'est au point M2 sur la figure, c'est-à-dire entre O et X0, entre le fil et le centre de la spire. Cependant, on peut quand même discuter de la pertinence du raisonnement, puisque si je rajoute une charge Q, je vais forcément modifier la distribution de charge sur la spire et sur le fil. Alors sur l'axe de symétrie, néanmoins, le champ devrait être nul entre la spire et le fil, mais en quel point, c'est tout de même difficile à dire. Et on ne peut pas le calculer comme ça directement, puisqu'il faudrait calculer l'influence de la charge sur la spire et sur le fil, qui ont des influences également l'un sur l'autre. Donc c'est ce que je note ici. On a la zone où la charge devrait être en équilibre. Maintenant, le calcul ne peut pas se faire très simplement, analytiquement en tout cas, avec le calcul que l'on a fait précédemment, en prenant les champs et créés par les différents éléments individuellement. Donc je vous remercie d'avoir suivi l'ensemble de ces vidéos. Je vous retrouve en TD en ligne et je vous souhaite bon courage dans vos révisions et je vous dis à très bientôt. Merci.